Merci, merci, merci pour l'organisation d'abord de cette journée que je trouve extrêmement intéressante et notamment par cette possibilité d'avoir une rencontre interdisciplinaire et de donner place aussi à la pluralité méthodologique, comme vous allez voir au travers de ma présentation, qui n'a pas de support non plus de. D'accord, Voilà, je vais faire une d'accord, pas de souci. présentation orale. Ouais, pas de problème. Vous pourriez juste peut-être ajuster un petit peu votre caméra parce qu'on voit plus un peu autant le plafond que vous. Donc on voudrait bien. D'accord, Ouais, c'est mieux comme ça? ouais, voilà, c'est très bien. Alors peut-être pas autant, là c'est un petit peu trop. Ouais, parfait. Super, merci, je vous laisse la parole. Bien. Donc moi, je voulais tout d'abord préciser que je me suis engagée dans cette recherche doctorale en sociologie tout en poursuivant mon activité professionnelle, puisqu'en fait, j'étais, je peux dire aujourd'hui, cadre à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au milieu de cette année. Et donc, j'ai choisi donc de mener cette recherche tout en poursuivant cette activité. Ma thèse est dirigée par Bertrand Ravon, donc au Centre Max Weber. Donc, c'est pour dire que c'est un parcours en fait assez atypique que cette thèse qui est née de mes interrogations en fait concernant à la fois les politiques publiques, à la fois une nécessité de repenser l'action sanitaire et sociale qui a été mon quotidien de terrain, je vais dire, et ses enjeux par rapport à un travail de recherche. Donc, je me suis orientée vers un terrain tout d'abord, qui était l'EHPAD, que je connaissais dans ma pratique professionnelle, et ensuite vers une question qui est née du terrain, c'est-à-dire le rapport à la mort, et ce que la mort et sa proximité peut produire dans un contexte d'institutionnalisation. Donc, le titre provisoire de ma thèse est composé avec la mort en EHPAD. Son objectif, c'est de documenter en fait les épreuves physiques, morales, relationnelles, vécues par les personnes placées en EHPAD et également par les professionnels qui les accompagnent. Alors, pour le terme épreuve que j'utilise, sur lequel je prends appui, je me réfère à la définition de Danilo Martuccelli qui désigne en fait les épreuves comme étant des défis communs, indissociablement existentiels, sociaux et politiques, se déclinant de manière variée et transversale aux positions et aux identités sociales. Et cela permet de comprendre en fait la similitude d'expériences. Et ce qui m'intéresse dans cette notion d'épreuve, c'est la possibilité d'articuler en fait les dimensions individuelles et collectives, et au fond les expériences individuelles situées socialement. En quelques mots, pour situer le contexte très rapidement, les EHPAD aujourd'hui sont débordés par une triple tension. Première tension, les contraintes financières qui conduisent à un rationnement de leurs ressources. Deuxième tension, des logiques managériales qui encadrent la vie quotidienne des résidents. Et troisième tension, les temporalités de l'accompagnement qui fait plus l'objet en fait de mon travail de thèse. Et on peut dire en fait que en tant que lieu de vie et lieu de mort, les établissements sont pris dans des paradoxes qui posent la question des conditions du care à ce moment de l'existence pour les résidents. Alors, je suis, je dirais, dans la dernière partie de ma thèse, en phase de rédaction, de finalisation de la rédaction. Et donc, j'ai essayé de choisir quelques points que je souhaitais aborder aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je vais développer un premier point qui est ce que j'appelle la fabrique de l'enquête ethnographique, pour expliquer un petit peu voilà, le processus méthodologique que j'ai choisi. L'EHPAD saisie en tant qu'expérience sensible, deuxième point. Le troisième point, l'EHPAD analysé comme étant un espace de transition. Et enfin, dernier point, la question proprement dite des temporalités. Donc, sur cette question proprement méthodologique, donc je vais rappeler brièvement que j'ai réalisé une enquête ethnographique au sein d'une résidence qui accueille 42 personnes, résidence localisée dans un village de moyenne montagne de l'Arc alpin. Cette enquête a eu lieu sur 2 années, de 2016 à 2018. Et étant en activité professionnelle, j'avais choisi de réaliser cette enquête en venant régulièrement, environ 2 jours par semaine, à la résidence L'Alpage, nom que j'ai donné à la structure, bien évidemment. Donc, mon option a été de partir de l'expérience des personnes concernées, tant les résidents que les professionnels, afin d'interroger au fond la socialisation à l'EHPAD, à ce moment de l'existence.
L'enquête a pris en compte la subjectivité au grand âge, une subjectivité définie comme l'expression de points de vue individuels, sachant que ces points de vue individuels ne sont pas pris en compte, pas pris en considération pour différentes raisons. Ces personnes, les résidents et résidentes, ne seraient plus des citoyens et citoyennes à part entière du fait de leur âge, ou alors la mise en doute de leur capacité de jugement, ou encore les troubles d'expression, et enfin les difficultés à écouter ce que ces personnes ont vraiment à dire. Quand mon enquête s'est orientée sur l'expérience des derniers temps de l'existence en EHPAD, avec les épreuves de la proximité de la mort, proximité pour soi et pour autrui, je me suis demandé méthodologiquement comment et à quel moment cette thématique pouvait être abordée avec les résidents. Il n'était pas question pour moi d'envisager d'avoir recours à un questionnaire préétabli. Je l'avais essayé, je n'ai même pas le temps de développer ce point, mais je l'avais testé, essayé, ça ne marchait pas, en 2 mots. J'ai alors choisi un dispositif méthodologique plus spécifique auprès des résidents, une présence déambulatoire qui a rendu possible de nombreuses observations et conversations. Du côté d'équipes professionnelles, je pouvais mobiliser les outils habituels de l'enquête ethnographique, participer régulièrement aux réunions internes, accompagner les unes ou les autres en intervention individuelle ou collective, et tenir des entretiens avec la plupart des professionnels tout au long de l'enquête. Ce qui m'a permis de prendre connaissance de situations peu visibles, interstitielles, dans ce que j'appellerais les coulisses de la relation d'aide et de soins. Donc on voit que ma démarche méthodologique, c'est avant tout une démarche compréhensible, construite à partir d'un processus itératif entre le terrain et la mise en perspective des données collectives. Observer en état de vigilance, nous dit Daniel Cefaï, sociologue, qui poursuit ainsi. Le travail de terrain dépend de bout en bout de la capacité de l'enquêteur à se déporter vers le point de vue des autres, à puiser dans ses propres réserves d'expérience des éléments de compréhension des situations, à s'installer dans un entre-deux, d'où un processus de traduction réciproque entre mondes s'avère possible. Et la question du processus de traduction est un point sur lequel j'ai travaillé dans cette thèse, que je ne développe pas aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup intéressée. Donc, ce travail d'enquête ethnographique est traversé par l'expérience de situations parfois inconfortables, dont il est guère question dans le rendu compte des études et des enquêtes. Que ce soit la confrontation aux émotions de l'enquêtrice ou bien des personnes enquêtées. En sciences sociales, dans le domaine de la recherche en sciences sociales, les émotions ont longtemps été niées ou ignorées, voire considérées comme illégitimes, dans la mesure où la recherche en sciences sociales prenait pour référence un principe de neutralité axiologique, mais qui maintenant est remis en question. Et c'est dans cette perspective que ça m'a intéressé d'analyser les embarras de l'enquête, pour finalement donner un éclairage sur le contexte des relations d'enquête et par là même sur l'enquête elle-même, sur les conditions qui influent sur l'enquête elle-même, ses doutes, ses biais et ses limites. J'en donne brièvement un exemple. Il me semblait au moment de mon entrée sur le terrain que mon savoir professionnel allait me permettre de situer facilement ce terrain d'enquête, parce que je connaissais un certain nombre d'aspects techniques, les connaissances juridiques des conditions de fonctionnement d'un EHPAD, connaissance des mécanismes de financement, connaissance des enjeux politiques médico-sociaux, la familiarité avec le vocabulaire du secteur, autant d'aspects d'un savoir pouvant contribuer à appréhender les mondes de l'EHPAD dans lequel j'entrais pour mener cette enquête, mais à partir d'un savoir abstrait préalable à cette enquête. Au fond, il faut dire également que ce savoir préalable pouvait aussi constituer un biais. La question était par conséquent d'accéder à une connaissance plus intérieure des mondes de l'EHPAD. C'était une question posée tant à la professionnelle qu'à l'enquêtrice dans cette expérience d'immersion sur un terrain au contact de la souffrance physique et psychique entre vie et mort. Le deuxième point que je souhaite aborder au cours de cette présentation, c'est ce que j'appelle l'expérience sensible en EHPAD. Effectivement, la justification des placements en général, c'est l'impératif de sécurité. Et je voudrais m'appuyer sur une rencontre que j'ai eue vers le début de mon enquête
avec une dame que j'appelle Madame Barra, une résidente de 91 ans, qui est devenue aveugle suite à un glaucome. Elle a quitté très jeune la Vallée pour aller travailler à Paris, où elle a vécu jusqu'alors. Voici ce qu'elle me dit au cours d'un après-midi où nous discutions. Ça fait 2 mois que je suis arrivée. C'est difficile. On me donne comme excuse. Vous ne pouvez pas rester toute seule. Mais je me sens tellement seule ici. Les soignantes, elles sont toutes prises d'un côté ou d'un autre, et je parle au mur. Ce que je souhaite, c'est que ça ne dure pas. Ma fille, elle ne va pas passer sa vie à me regarder. Je suis contente quand elle vient, mais je ne veux pas qu'elle change sa vie pour moi. Je regrette mes amis que j'ai laissés à Paris. Si je tombais et ne me relevais pas, ce serait bien. En quelques phrases, Madame Barra a esquissé le tableau des épreuves de l'entrée en EHPAD face à la volonté de sa fille, qui a œuvré pour la rapprocher de chez elle, motif de pouvoir plus aisément lui rendre visite. Mais c'est devenu un produit du déracinement, une perte de liens sociaux, une absence de perspective de vie, un sentiment de solitude, voire un désespoir qui lui fait désirer la mort. Effectivement, la mort cesse d'être une échéance abstraite en EHPAD. Elle devient une réalité pour les personnes qui sont placées. Les personnes qui entrent en établissement savent très bien qu'elles vont probablement y mourir et que l'EHPAD devient leur dernière demeure. Cette étape de leur vie constitue un véritable bouleversement, tant du point de vue physique, psychologique, identitaire, matériel, symbolique. Ceci a été analysé par de très nombreux travaux. Certaines personnes parviendront à s'adapter, tant bien que mal, et d'autres pas du tout. Un placement, c'est une petite mort, me disait le gérontopsychiatre, car cet placement, ça fait rupture, ça impose un changement de cadre, une vie collective, un rythme de vie auquel il est requis de se conformer. Et avec le vieillissement considéré comme pathologie médicale, ce qui domine, c'est une représentation négative, voire incapacitaire. Et les vieilles personnes sont placées dans une position de discrédit de leurs paroles. Elles sont concrètement sous protection rapprochée. Le thème du rapport à la mort est présent dans l'entrée elle-même. C'est en effet un décès qui libère une chambre et autorise ainsi l'arrivée d'une nouvelle personne. Par la mort, une entrée devient possible. On voit que la mort, c'est un sujet qui est très peu abordé. Les personnes résidentes, par ce qu'elles disent, par ce qu'elles manifestent, dans ce que j'ai appelé l'expérience EHPAD, naviguent entre lucidité et ennui. Lucidité, je me réfère au dictionnaire du Petit Robert, acuité d'esprit. Ennui, défini comme étant tristesse profonde, impression de lassitude morale. Sur le versant de la lucidité, ce qui ressort, c'est une lucidité assez radicale, qui sait souvent trouver les mots pour exprimer un sentiment de bannissement. Nous, les vieux, on vous encombre, du fait qu'il représenterait un fardeau. Une lucidité aussi concernant les conditions de travail difficiles, faites aux soignants, ce qui ne leur échappe pas, et pour lesquels ils manifestent de la compréhension. Une lucidité aussi par rapport à leur mort. Au cours d'un entretien, le psychologue me disait « Il n'y en a pas un depuis que je suis ici qui m'a fait part de sa peur de la mort. Aucun. Ce qui m'a beaucoup rempli d'optimisme, c'est que tous ces gens, à l'âge où ils arrivent, ils ont juste envie de mourir. Ils sont las. J'en ai pas rencontré un qui me dise « j'ai pas envie de mourir ». Nous, les professionnels, on est très angoissés par la mort. Les personnes résidentes ont une manière très spécifique, voire très invisible parfois, de faire face aux limitations, une manière de voir ce qui d'ordinaire n'est pas approché, ce qui peut faire peur, ce qui angoisse, car elles font une expérience quotidienne des limites. Sur le versant de l'ennui, c'est l'expérience d'une vie encadrée, protocolisée, au rythme du planning professionnel. Et l'analyse conduit à qualifier l'EHPAD comme un lieu d'emprise institutionnelle et professionnelle, au sens où c'est un lieu avant tout pensé comme un lieu de travail. Les personnes résidentes sont souvent prises par l'ennui et qu'elles acceptent ou refusent les activités proposées. À l'approche de la mort, pour quelques heures, pour quelques jours, un renversement de tempo peut parfois se produire. Le rythme prescrit peut être brutalement remis en question pour s'adapter, plus ou moins, à la personne en train de mourir. Et on voit que la mort vient désorganiser sporadiquement l'encadrement du rythme quotidien. Le troisième point que je choisis de présenter, sur lequel je m'arrête brièvement, c'est l'EHPAD analysé comme étant un espace de transition.
car à partir d'enquête, j'ai été amenée à problématiser ce contexte comme étant une situation liminale entre deux mondes d'existence sociale, les non-dépendants et les morts. L'EHPAD représente un lieu de transition paradoxal. Les personnes âgées ne sont pas mortes, mais elles ne sont plus vraiment partie prenante de la vie sociale. C'est Arnold Van Gennep, anthropologue, qui a énoncé et défini ce concept de liminalité, décrivant des rites de passage socialement organisés dans les sociétés traditionnelles à certaines étapes, afin, dit-il, que la société n'éprouve ni gêne ni dommage. Ce sont trois étapes qui définissent un rite préliminaire de séparation pour marquer une rupture avec la situation antérieure. C'est le moment de la négociation avec la personne âgée ou de la prescription en amont de l'entrée. Deuxième étape, un rite liminaire de mise à la marge. C'est le moment de l'entrée en établissement, un entre-deux au sein duquel la personne est dépossédée de son statut antérieur. Troisième étape, un rite post-liminaire d'agrégation qui permet à une personne de revenir au sein de sa société avec un nouveau statut supérieur. En tant que personne défunte, la personne quitte l'établissement sous un nouveau statut socialement identifié. On voit bien qu'il y a une institutionnalisation d'un entre-deux, mais qui ne se reconnaît pas comme tel. Tel est le malentendu. Malentendu de la neutralisation de la mort, malentendu autour de cet entre-deux qui, pour être vivant, mais ne pas faire partie intégrante de la vie sociale, telle est la difficulté. On connaît la représentation commune des EHPAD comme étant des mouroirs, ce que réfutent les lois, les règlements, les recommandations de bonne pratique, les professionnels qui les désignent comme des lieux de vie. Néanmoins, à l'image de cette remarque entendue lors d'une animation par Marie, 92 ans, tout va en se dégradant. Je fais déjà partie de l'autre monde. Ce à quoi l'animatrice lui répond: alors je parle à un fantôme. Et ces phrases que l'on entend fréquemment, régulièrement en EHPAD, témoignent de ce que les personnes ont conscience de vivre cette situation de transition tout à fait spécifique du contexte d'institutionnalisation, et elles l'évoquent de multiples façons. Le dernier point que je souhaite aborder concerne plus directement cette disjonction que j'ai observée entre ce que l'on pourrait nommer le temps soignant et le temps résident. Un écart au fond entre deux types d'expériences qui s'entremêlent au quotidien et qui parfois se confrontent. Pour cela, je prends appui sur la distinction faite par Marc Bessin autour de Chronos et Kairos. Chronos, écrit-il, c'est une forme d'efficacité quantifiée. Je dirais la course pour tenir le planning des tâches au quotidien. Versus Kairos, qu'il définit comme étant une dimension qui suggère l'opportunité, le moment adéquat ou favorable. Et on voit que l'enjeu du Kairos apparaît comme intimement lié à l'action en train de se faire, présentant une dimension plus qualitative et pragmatique du temps. Alors que la programmation de l'action mobilise le Chronos, c'est le Kairos qui est privilégié dans l'improvisation sur le présent. La désynchronisation entre le soin organisé, protocolisé et la vie au quotidien avec ses imprévus est une caractéristique centrale en établissement. La mort ne rentre pas dans le cadre programmatique, elle vient déranger et perturber le planning. C'est également la demande d'attention et de reconnaissance qui s'exprime dans cette dualité Chronos-Kairos. Lors d'une réunion, il y avait un monsieur presque centenaire qui disait à tous les professionnels présents: je préfère que vous ne preniez que 2 minutes, que vous me disiez bonjour droit dans les yeux, que vous attendiez ma réponse et que vous vous adressiez vraiment à moi, même si ce n'est que 2 minutes, plutôt que de rester 5 minutes et qu'en fait, vous ne m'écoutiez pas. Et effectivement, cette remarque est symptomatique de cette disjonction et de cette difficulté pour les soignants à tenir entre le tempo requis et l'attention, la demande d'attention irrépressible et exprimée par les résidents. J'ai également observé très rapidement quelques points, une disjonction entre le temps du deuil pour les professionnels et le temps de la vie économique de l'établissement,
qui lui est lié au taux d'occupation. Les soignants expriment leurs difficultés lorsqu'un nouveau résident ou une nouvelle résidente arrive derrière un décès. Et me dit une infirmière, pendant quelque temps, j'ai la vision de la personne décédée. J'ai du mal à passer à un autre résident. La disjonction, c'est aussi pose la question de la réciprocité dans la relation d'aide et de soins au seuil de la mort. Disjonction qui parfois peut s'entendre comme une demande d'attention et de mise en lien entre l'aider et l'aidant. Et le gérontopsychiatre me témoignait de ce qu'il avait souvent entendu dire des équipes, que en fait la personne a aussi attendu pour s'autoriser à partir, qu'il y a une forme de réciprocité qui parfois s'élève et est remarquable. Du point de vue de mon enquête ethnographique, c'est ce que j'ai aussi observé à travers des situations et des témoignages recueillis. Dernier point, c'est parfois un renversement des rôles, ce qui m'amène à poser la question de l'aide aux aidants. Il m'a été confié que les situations de décès où les professionnels exprimaient que ça s'était très bien passé, c'est parce que les personnes elles-mêmes étaient en capacité d'exprimer quelque chose par rapport à leur mort, par rapport à leurs attentes, et en quelque sorte préparer le soignant, parce que cette mort soit comme normale, disait le soignant. Et quand la personne dit oui, je sais, je vais mourir, je sais que je vais mourir, et exprime des angoisses par moment, mais qu'elle le dépose, alors les soignants indiquent que ça la prépare, la personne, et que ça les prépare également dans leur travail d'accompagnement. Et les décès où, pour différentes raisons, de multiples raisons, les professionnels ne savent pas vraiment ce que la personne veut, ça n'est pas parlé, ça n'est pas identifié, eh bien, disent les professionnels, c'est crispé, c'est pas toujours adapté, et ça leur pose vraiment beaucoup de questions par rapport à leur position d'accompagnement à ce moment. Il ressort enfin de l'enquête que les professionnels tentent de trouver des voies de passage par rapport à ces problématiques pour sortir de la logique du chronos et tenir ce que j'appellerais un art de l'attention, de l'écoute, qui demeure toujours précaire, fragile, dans l'instant, et singulièrement au moment d'un mort, dans un processus et un moment où Chronos et Kéros se mêlent. Et ce qui fait que ça tient au jour le jour, c'est au prix d'un double engagement individuel et collectif au sein des équipes. Au fond, ma lecture aujourd'hui, arrivée à ce stade de l'analyse et de l'écriture, c'est qu'à partir de l'enquête ethnographique qui a été réalisée, les personnes vivant en établissement et les professionnels qui les accompagnent, je dirais, sont confrontés à des épreuves de reconnaissance sociale de l'expérience de la mort saisie en tant qu'expérience du proche. Je vous remercie de votre attention et reste à votre écoute pour les questions, si le temps le permet. Merci beaucoup pour cette présentation et cette documentation vraiment fine de cette articulation des mondes comme des différentes temporalités. Vous l'avez très bien montré. C'est une belle étude, un beau travail. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Peut-être qu'il va y en avoir. J'en profite du coup pour vous demander un petit peu comment ça s'est passé sur le terrain. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous pour rentrer sur le terrain, rentrer à l'EHPAD? Comment est-ce que votre présence a été perçue, acceptée, et la participation des résidentes et des résidents à votre travail, et comment, voilà, est-ce que vous pouvez vous faire un petit partage d'expérience sur la manière dont ça s'est passé sur le terrain, le démarrage, et puis aussi le déroulé de l'enquête sur le terrain? Alors en fait, comme je l'ai indiqué un petit peu, le terrain, en fait, il y a eu deux versants sur le terrain. Sur le versant des professionnels, d'abord, il y avait une attente assez grande. Moi, quand je suis arrivée sur ce terrain d'enquête, je n'avais pas caché ma casquette de professionnelle de l'Agence nationale de santé. Et en fait, c'était un intérêt qu'une professionnelle, qui plus est cadre administratif, donc
voilà, sur, je dirais, un type d'activité qui ne, en tout cas dans la représentation, ne prédispose pas à s'orienter vers une démarche de recherche, m'a beaucoup intéressé, suscité un grand intérêt, voire des attentes par rapport à des liens, des articulations, des retours qui pourraient en résulter entre ce travail de recherche et l'institution administrative qui pilote, finance, voilà, et évalue voilà, le secteur. Donc ça, c'est un premier point et ça a été pour moi une surprise parce que je ne m'y attendais pas forcément et c'était vraiment intéressant. Concernant les résidents, comme je l'indiquais, en fait, je parlais de présence déambulatoire parce qu'en fait, les méthodes classiques d'entretien fixées à l'avance ne fonctionnaient absolument pas, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai renoncé assez rapidement pour voilà, m'orienter vers une présence déambulatoire dans différents lieux de l'établissement où il y avait soit des activités, soit dans les chambres, dans les couloirs, voilà, dans les diverses salles. Et ça a énormément marché, ça a beaucoup donné lieu à des rencontres, des conversations répétées. Ça, c'est le point sur le processus, le comment. Ensuite, j'avais une interrogation concernant la question elle-même de la mort, de la thématique, qui est venue, comme j'ai indiqué, en fait, des résidents. Parce qu'au départ, tout début de l'enquête, mon angle, je dirais, d'approche était beaucoup plus vaste. C'était sur la fin de vie. Et j'étais même entrée dans ma recherche par rapport à ce que je connaissais en termes de recommandations de bonnes pratiques sur l'accompagnement en fin de vie, etc. Et donc, j'étais voilà, j'étais pas directement sur la question du rapport à la mort et de ce que la mort produit en contexte d'institutionnalisation. Et en fait, pour nouer des dialogues, des liens avec les résidents, je leur ai demandé, c'était le questionnement par lequel je les abordais, ce qui compte pour eux à ce moment de leur existence et dans ce cadre de vie qu'ils connaissaient aujourd'hui. Et en fait, le sujet de la mort est arrivé de manière extrêmement fréquente au cours de ces différentes conversations, des différents entretiens. Et c'est ainsi que, assez vite, j'ai choisi en fait de travailler cette question-là beaucoup plus précisément. D'accord, ok, très bien. Donc vous alliez voir les résidentes et les résidents pour engager la conversation avec eux, ou est-ce que parfois il arrivait aussi qu'ils venaient vous voir en disant mais qui êtes-vous et que faites-vous Alors oui, alors c'est arrivé de manière extrêmement fréquente et j'avais pris au bout de quelques temps, je venais avec puisque je n'étais pas, j'étais vêtue voilà, en habit non médical, et du coup, je venais avec une petite étiquette qui indiquait mon nom et Université Lyon 2 pour signifier que je n'étais ni la nouvelle psychologue, ce qui arrivait assez fréquemment, ni une personne qui venait rendre des visites pour effectivement participer à des temps de présence et auprès d'eux. Parce qu'il y avait voilà, souvent cette ambiguïté-là qui jaillissait. Et après, bon, c'est tout l'intérêt du processus d'enquête ethnographique. C'est-à-dire que là aussi, il y a une question de temporalité qui fait que, de par le fait que cette enquête a duré longtemps, il y a eu d'une petite structure. Et bien, petit à petit, il y a eu un processus d'interconnaissance qui s'est produit et qui a permis que un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai eu des liens plus privilégiés s'est formé et m'ont permis de nourrir des conversations et aussi d'avoir à mon instigation ou à leur demande. D'accord. Ça, voilà, en tant que processus continu et du fait de la durée de l'enquête elle-même qui a permis cela. Oui, tout à fait. C'est le temps qui permet d'instaurer ces relations-là, c'est vraiment assez remarquable de ce point de vue-là. Puis c'est intéressant ce que vous dites sur votre positionnement vis-à-vis des soignants, justement de dire qui vous étiez, d'où vous veniez, que vous travaillez à l'ARS. Effectivement, ça c'est un questionnement assez important, de savoir ce qu'on le dit, ce qu'on ne dit pas, est-ce que ça peut provoquer.
vous avez pris le parti de le dire et que vous étiez surprise de ce que ça a pu provoquer et que ça a été positif. C'est intéressant.